TVT au cœur de l'information. Le fonctionnement de la Cour constitutionnelle togolaise et ses pratiques intéressent la Cour suprême du Bénin. Le nouveau président de la haute juridiction béninoise est Alomé à la tête d'une délégation pour apprendre et savoir. La Banque européenne d'investissement vient explorer les pistes d'investissement au Togo. Il s'agit pour elle de soutenir la feuille de route gouvernementale. La délégation a eu des séances de travail à la primature ce jour. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. La Cour constitutionnelle du Togo livre les bonnes pratiques en matière constitutionnelle aux membres de la Cour suprême du Bénin. La délégation de la haute juridiction béninoise est à Lomé depuis ce matin. Elle a été entretenue par l'institution que dirige Abdou Assouma. Ekwesala. Le président de la Cour constitutionnelle du Togo, Abdou Assouma, reçoit Victor Adossou, président de la Cour suprême du Bénin. Le numéro 1 de la haute juridiction béninoise est à la tête d'une délégation pour une visite de travail au Togo. Ils viennent s'imprégner des expériences de la Cour constitutionnelle du Togo. En tant que juge de la Cour suprême du Bénin, ayant pris nouvellement fonction, j'ai cru devoir effectuer ici au Togo une visite de courtoisie et de prise de contact avec mes aînés du Togo, que ce soit le président de la Cour constitutionnelle ou que ce soit le président de la Cour suprême du Togo, pour leur faire mes civilités, pour échanger avec eux, pour prendre des conseils auprès d'eux. Pour la délégation béninoise, les attentes de cette séance de travail sont grandes. Ce qui est décidé ici par le juge togolais doit pouvoir être regardé par le juge béninois, qui peut s'en inspirer pour rester dans son office au Bénin. Donc nous sommes là entre des collègues, entre des juges qui sont, je dirais, mus par une seule volonté, jouer à merveille notre partition dans la consolidation et l'enracinement de l'état de droit. Outre la Cour constitutionnelle du Togo, la délégation de Victor Adossou sera à la Cour suprême et à la Cour des comptes du pays. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés tient ses 4e journées techniques à Lomé. Elles ont lieu du 15 au 21 novembre. Elles offrent l'opportunité aux comptables stagiaires de préparer avec succès l'examen d'expertise comptable d'ECOFI, un examen qui leur donne l'occasion d'entrer dans l'ordre qui régit la profession. Et ce sera en décembre prochain à Yamoussoukro, Kraïs Atiklé. Des comptables stagiaires et bientôt des experts comptables pour pouvoir passer avec brio l'examen du diplôme d'expertise comptable et financier d'ECOFI qui leur ouvrira les portes de la profession. Des journées techniques sont organisées à leur profit. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés ONECA Togo leur offre l'opportunité d'appréhender les défis qui les attendent. Il s'agit de leur montrer d'abord les sujets brûlants de la profession, comment l'expert comptable doit préparer son cursus et avoir un diplôme de haut niveau. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le diplôme d'expertise comptable est l'un des diplômes les plus difficiles que l'on a dans notre région et d'ailleurs dans le monde entier. Donc il faut une préparation assidue pour pouvoir permettre aux candidats de réussir brillamment ce diplôme. Ils sont plus d'une centaine à suivre ces sessions de formation, certains en présentiel et d'autres en virtuel. Le DECOFI est l'équivalent du doctorat Bac+8 en comptabilité. Le cursus DECOFI, et c'est le premier diplôme régional d'expertise comptable en Afrique. Et les journées techniques sont là pour aider les stagiaires
à mieux se préparer pour le diplôme final. Pour s'inscrire au DECOFI, les stagiaires doivent accomplir 3 ans de stage dans un cabinet d'expertise comptable, en plus d'autres formations parallèles. L'UEMOA veut faire de ce diplôme un outil d'intégration sous-régionale, d'où son appui au processus. Le processus d'élaboration budgétaire et le suivi de l'exécution du budget, comment cela se passe? Eh bien, 10 jours durant, les acteurs de la société civile en sauront davantage. Ils suivent une formation à propos. L'idée est de les impliquer au mieux dans l'élaboration et le suivi des projets de développement dans leur milieu respectif. Ramdan Bassina était ce matin à Palimé où se tient la formation. Reportage. Plus ils maîtrisent les contours du budget de l'État, mieux ils participeront au processus des finances publiques. Les acteurs de la société civile ici réunis s'informent sur les notions fondamentales liées au budget et à la gouvernance publique. Il est question de donner aux acteurs de la société civile des informations sur comment est élaboré le budget, de sorte qu'en connaissant quelles sont les différentes étapes d'élaboration du budget, eux aussi, ils puissent savoir à quel moment ils peuvent intervenir dans l'élaboration de ce budget pour que les préoccupations de la base soient prises en compte dans le budget qui sera élaboré. Il est question de donner des informations sur comment est mis en œuvre le budget qui est voté à l'Assemblée nationale et quel peut être le rôle de l'acteur de la société civile dans le suivi de l'exécution de ce budget. Le ministère de l'économie et des finances voit en la démarche la volonté de l'État de rendre transparent et participatif le processus des finances publiques. Le PAGE, projet d'appui à la gouvernance économique, s'est donné pour mission de consolider les acquis des réformes et de promouvoir les actions dans la gestion des finances publiques au Togo. La BEI, Banque européenne d'investissement, reste plus que jamais engagée à soutenir les efforts d'investissement au Togo. Une mission séjourne dans notre pays. Elle va explorer les domaines de financement en accord avec la feuille de route gouvernementale. Ce matin, à la primature, la chef du gouvernement a présidé une séance technique entre le gouvernement et la BEI. Les éléments clés de la rencontre avec Yves Agbevivi. La rencontre, présidée par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe, a pour finalité de bien arrimer la politique d'investissement de la BEI aux priorités définies dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Pour les responsables de la BEI, cette réunion est un levier qui permettra à la banque de renforcer sa coopération avec le Togo durant les 7 prochaines années. Nous sommes venus pour relancer et renforcer notre coopération avec le Togo. Pour nous, il est important qu'une grande partie des financements que nous accordons visent la lutte contre le changement climatique. Nous avons eu des réunions déjà très fructueuses et prometteurs pour nous donner vraiment beaucoup de pistes sur lesquelles nous allons travailler ensemble. Surtout les énergies renouvelables nous intéressent beaucoup. C'est vraiment là où nous avons beaucoup d'expérience et d'expertise. Et également numérique, donc tout ce qui est digitalisation, modernisation des services publics est lié évidemment à la décentralisation. Cette mission constitue un prolongement des relations de coopération fructueuses entre l'Union européenne et le Togo. Plusieurs secteurs stratégiques ont été identifiés, cibles de l'institution financière européenne au Togo. Le Togo, disposant déjà d'une feuille de route claire et bien organisée, a pu partager avec eux quelques axes de coopération sur l'énergie, sur les infrastructures, mais aussi sur le développement durable et aussi sur le digital, qui sont des éléments clés de notre feuille de route. Mais évidemment, nous sommes tous concernés par les questions de stabilité et de sécurité, qui sont des sous-bassements importants au développement et à la croissance de la coopération. Cette mission de la BEI en visite au Togo va poursuivre et approfondir les échanges avec des départements ministériels, toujours pour explorer des pistes de financement. La Banque européenne d'investissement intervient depuis 1976 dans le développement au Togo. Personne ne doit être laissé de côté. Eh bien, c'est le leitmotiv du gouvernement. Il faut donc que chaque citoyen puisse bénéficier des services sociaux en toute légalité. Cela nécessite donc une connaissance poussée, biométrique des citoyens. Les experts africains
réfléchissent depuis ce matin sur l'identité numérique et l'interopérabilité sur le continent. Il s'agit donc de voir dans quelle mesure donner une existence légale et biométrique à chaque citoyen. Antoinette Aumont va voir. Sur les 7,7 milliards de personnes dans le monde, seulement 3,4 milliards ont une identité biométrique et numérique. Et en Afrique, environ 524 millions de personnes sont dépourvues d'identité. Elles sont de ce fait exclues des services sociaux de base. Pour l'Agence nationale d'identification, il faut aller vite en donnant à chaque citoyen une existence légale biométrique, ce qui lui permettra de participer librement à la vie sociopolitique du pays. La vision du gouvernement togolais, c'est de pouvoir offrir une identité à tous les Togolais, mais que cette identité soit utilisable dans les autres pays africains, d'où on parle de l'interopérabilité. Parce que je peux avoir une pièce d'identité qui est reconnue au Togo, mais qui peut ne pas être reconnue dans un autre pays. Il s'agit pour le gouvernement d'avoir une vue exhaustive de toutes les personnes qui vivent sur le territoire national, d'avoir une capacité de pouvoir faire de la projection. Des experts africains vont ensemble explorer le lien entre l'identification numérique et l'interopérabilité avec la croissance économique en Afrique. Nous avons des législations nationales qui organisent et qui cadrent l'attribution de l'identité. Et ce cadre peut être différent d'un pays à un autre. Il faut aussi discuter des questions liées à la problématique de la cybercriminalité, de la promotion de la cybersécurité. Parce que qui dit digitalisation, économie numérique, dit aussi une activité accrue des cybercriminels. Le gouvernement togolais a déjà pris la mesure de la chose. Dans sa feuille de route quinquennale, il accorde une place de choix à l'attribution de l'identité à tous, ce pour une meilleure inclusion sociale et financière. Un bon aménagement urbain est facteur de développement. En Afrique, on pense déjà à la construction des villes durables, des villes qui répondent aux défis de la transition énergétique. L'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, EAMO, a réuni les urbanistes autour du nouvel agenda urbain. Quelles sont donc les nouvelles techniques à prendre en compte en matière de construction durable? Chazmina Baga. Au cœur de ces assises, 14 projets conçus pour répondre aux défis de la transition énergétique et aux exigences des villes durables en Afrique. Ils émanent des architectes, urbanistes et gestionnaires urbains venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une initiative de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme pour le compte de la 8e édition de la formation des professionnels du secteur de l'aménagement urbain, de la construction et du bâtiment. L'enjeu, amener ces professionnels à la mise en œuvre de l'agenda urbain. Tous les impétrants qui sont là, ils ont été sélectionnés en présentant des projets qui répondent effectivement à l'esprit de durabilité. Donc ces projets avec les experts, avec les pairs, vont être discutés, vont être même recadrés jusqu'à ce que ça puisse être des réalités et permettre la vulgarisation de ces notions dans nos villes. Ces projets, une fois validés, vont servir de référence dans la construction des villes de demain. Le Togo est présent à cette rencontre avec 4 initiatives, essentiellement dans les secteurs de l'audit et comptabilité énergétique, l'efficacité énergétique des bâtiments, l'aménagement durable des complexes hospitaliers et l'éco-construction. Si une ville est belle, on le doit aux architectes. Et je crois que vous avez un rôle central à jouer dans la vie de nos cités, dans la vie de nos pays africains qui sont en train de connaître leur émergence. Les questions d'urbanisation sont au cœur des priorités du gouvernement togolais. Demain, nous vivons tous en ville et il faudrait que nous puissions vivre dans la paix et dans l'harmonie avec ce que Dieu nous a légué. Selon l'OIF, en 2050, 75% de la population mondiale vivra dans les villes. Une prévision qui inquiète cette organisation qui a décidé d'accompagner les hameaux dans cette démarche à travers l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Ce communiqué pour poursuivre le journal, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à la Covid-19, des mesures ont été prises par le gouvernement, notamment la fermeture totale des lieux de culte sur l'ensemble du territoire national. Tenant compte de la stabilisation relative de la pandémie relevée par le Conseil scientifique et après une large concertation, le gouvernement a procédé à une série de réouvertures progressives de ces lieux de culte.
Ainsi, l'ensemble des lieux de culte du pays ont été autorisés à rouvrir, à l'exception du Grand Lomé où 75% seulement des lieux de culte ont été ouverts en raison du niveau élevé de la pandémie dans les préfectures du Golfe et d'Aguenivé. Au regard de l'évolution positive actuelle enregistrée dans la lutte contre la pandémie sur l'ensemble du territoire national, il est décidé de la réouverture à compter du 19 novembre 2021 des lieux de culte restants et légalement reconnus par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. La liste nominative de ces lieux de culte, toutes confessions confondues, établie par les services compétents, sera communiquée aux intéressés et transmise aux forces de sécurité pour un contrôle rigoureux, et les lieux de culte n'ayant pas de base légale restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement précise que l'accès aux lieux de culte est désormais subordonné à la présentation d'un pass vaccinal contre la COVID-19 ou d'un test PCR négatif datant de moins de 3 jours. Cette mesure, qui deviendra effective à partir du 3 décembre 2021, est indispensable pour poursuivre la lutte contre la COVID-19, particulièrement dans cette période de préparation des fêtes, source de grands rassemblements favorables à la propagation du coronavirus. Il est rappelé que la reprise des activités religieuses ne concerne que les cultes de journée. Sont et demeurent interdits les cultes de nuit et les veillées nocturnes de prière, sauf dérogation exceptionnelle. Le gouvernement décide en outre de la reprise de la célébration des mariages civils et des cérémonies funéraires dans le respect des mesures barrières avec la participation au maximum de 15 personnes ayant reçu leur vaccin anti-Covid-19. Un communiqué rendu public par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadowa Boupessi. Ils ont encore endeuillé le Burkina Faso. Au moins 19 gendarmes et un civil sont morts dans une attaque terroriste hier dimanche. Les autorités ont annoncé être à la recherche de rescapés et des assaillants dans la région des 3 frontières. Le Burkina, depuis un moment, combat les militants islamistes dans cette zone. Et ces hommes sans foi ni loi sèment la terreur un peu partout. Ils versent dans des attaques terroristes, des enlèvements et séquestrations. Nul n'est visiblement à l'abri. Le Togo essaie tant bien que mal de sécuriser les citoyens. Une dynamique avec des stratégies sans cesse innovantes. Le pays contribue beaucoup au maintien de la paix ici et ailleurs. Comment cette dynamique est-elle implémentée sur le terrain? Uri Chamega. Des attaques terroristes à répétition dans la zone dite des 3 frontières, le Mali, le Niger, le Burkina Faso n'ont jamais fait dormir le Togo. Sur le terrain, des milliers de casques bleus togolais déployés pour des opérations de maintien de la paix sur le continent. Et contre la menace aujourd'hui, le pays a été toujours sur le qui-vive, toujours à la recherche de stratégies anti-djihadistes. Prévention comme riposte. Illustration, l'opération Kundjouaré lancée par le chef de l'État, Faure Zimnania Singbe, en septembre 2018. Cette force, postée aux frontières avec le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana, est formée et lutte depuis 3 ans déjà contre toute infiltration hostile. Et c'est grâce à cette unité antiterroriste que l'attaque de Sanloaga dans le Pendjal vient d'être repoussée dans la nuit du 9 au 10 novembre 2021. Au-delà de la lutte antiterroriste, l'opération Kundjouaré fait également dans le social. En 2020, 5000 patients souffrant de différentes pathologies ont été soignés gratuitement dans les savanes par des médecins et infirmiers militaires de cette force. Assistance en approvisionnement d'eau aux populations, aménagement de pistes rurales, construction d'infrastructures scolaires. Autant d'actions qui renforcent les rapports corps habillé-population. Pour les forces armées elles-mêmes, les moyens sont renforcés. Plus de 10% du budget exercice 2022, soit 24,5 milliards de francs CFA, sont consacrés aux dispositifs sécuritaires. Aux côtés des forces de l'ordre, la population est donc appelée à la vigilance. Les jeunes à plus de collaboration. La paix n'a pas de prix.
Je rappelle que suite à cette attaque, le chef de l'État, Faure Sozimana Gnassingbé, chef des armées, s'est rendu promptement sur les lieux pour s'enquérir de la situation et remobiliser les troupes. Les femmes du secteur maritime en quête de stratégies innovantes pour leur émergence. Également, elles comptent tirer meilleur profit de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'économie bleue et la ZLECAf, selon elles, constituent une belle aubaine pour l'épanouissement de la femme du secteur maritime. Les échanges ont démarré ce jour à Lomé. Christine Petit-Kialouté. L'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes, un défi de WIM-Africa, organisation maritime panafricaine. À cette troisième conférence, l'économie bleue et la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf focalisent l'attention. Pour ces femmes du secteur, c'est une véritable opportunité. C'est désormais au Togo de la porter. La nouvelle présidente Laotsona dans l'été s'y engage. Le programme, il est vaste. Nous avons la protection de l'environnement. Nous devons veiller à la sécurité et à la sûreté. Nous avons également comme devoir d'accompagner nos jeunes à opter pour les métiers de la mer. Donc nous allons faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans le monde maritime. Et nous allons œuvrer également pour le développement de l'économie bleue. Rendez-vous de partage, ces délégués de différents pays vont améliorer leurs connaissances sur les notions de l'économie bleue, les enjeux et les perspectives de la ZLECAf. Cette zone de libre-échange est une opportunité parce qu'elle permettra un accroissement des échanges maritimes interafricains. Et vous faites bien de lier la croissance de l'économie bleue à la zone de libre-échange continentale. Le Togo, qui avait déjà accordé une place de choix à la femme des secteurs maritimes et portuaires lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, continuera à apporter sa parfaite contribution afin de donner à cet outil commun d'intégration les moyens d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés grâce à sa volonté politique et à la volonté de son leader, le président de la République, son Excellence Faure Sozimana Gnassingbé. Le phénomène de réchauffement climatique n'épargne pas les mers et les océans. Les populations du littoral subissent de plein fouet les effets. Les membres de WIM-Africa sont appelés à l'action. Les experts aéronautiques plaident pour la libéralisation de l'accès au marché du transport aérien en Afrique. La décision de Yamoussoukro qui entérine cette volonté est célébrée le 14 novembre de chaque année. La 22e édition est commémorée en différé ce lundi pour accélérer la mise en œuvre de cette décision. Le marché unique de transport aérien africain MUTA a été mis sur pied. Un appel est lancé aux États d'adhérer à cette structure qui défend une cause noble. Gisèle Kozona-Yata Ratem. 6 ans après la mise en place du marché unique du transport aérien en Afrique MUTA, seulement 35 États ont adhéré à ce mécanisme. La célébration du 22e anniversaire de la décision de Yamoussoukro offre l'occasion aux acteurs du secteur aérien national d'appeler à l'adhésion des autres États. Elle est bien bonne cette décision dans la mesure où autrefois, si on devait se rendre par exemple à Douala au Cameroun, on doit passer par Paris d'abord. Avec cette libéralisation, c'est un gain de temps. L'Éthiopienne se réjouit de cette libération-là et effectivement met tout en œuvre pour couvrir toutes les capitales africaines dans l'intérêt de l'aviation civile. Le mécanisme est initié pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur le continent. Sa mise en œuvre présente des avantages pour les populations. Sans la connectivité améliorée, le recrutement des jeunes, on parle de 500 000 jeunes. L'économie d'échelle, on parle de 500 millions de dollars. Donc, et les code sharing, c'est-à-dire que les alliances entre les compagnies. Et c'est ça, il faut ouvrir aux populations des prix très abordables. C'est-à-dire que quand ça va être implémenté, chaque État, chaque compagnie va offrir et les gens vont voyager avec la compagnie la plus sûre et la moins chère. Voilà l'avantage de tout ça. La décision de Yamoussoukro est renforcée par le MUTA dans le but de faire de l'Afrique un continent soudé en termes de transport aérien. La 11e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain, mardi à 9h au siège de l'Assemblée nationale. C'est un communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan.
Plusieurs semaines de négociations à Glasgow ont abouti à un compromis avec quelques avancées sur la question climatique. Ce sommet qualifié de dernière chance pour la planète peut-il satisfaire l'Afrique? Reportage. Depuis Dakar, Ndeye Marine Diegen a suivi avec intérêt les 15 jours de négociations à la COP26 de Glasgow. La jeune activiste pour l'environnement attendait même beaucoup de cet événement, notamment en ce qui concerne le financement pour aider les pays vulnérables à s'adapter aux conséquences du changement climatique. Un espoir largement déçu. Nous nous attendions à beaucoup plus de financement. On parlait des 100 milliards, les 100 milliards ne sont pas atteints. On était parti avec un objectif de négocier plus. Aujourd'hui, nous n'avons pas atteint l'objectif du financement qui est le nerf de la guerre. À ce jour, l'Afrique émet moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais fait partie des premières victimes du changement climatique. Pour Mamadou Sakho, également militant pour l'environnement, les mesures annoncées à l'issue de cette COP26 ne représentent aucune avancée significative pour le continent. C'est assez mou, on est encore dans la stagnation parce qu'on est toujours sur la base de ce qui avait été décidé donc à Paris pour la COP21, de réduire de 1,5 degré le réchauffement climatique d'ici 2030. Donc voilà, c'est difficile quand même de croire à un avancement bien réel, d'autant plus que l'Afrique, comme je l'ai dit, qui ressent ces effets-là, n'a pas vraiment été conviée, en tout cas en ce qui concerne ceux qui essaient de bouger sur le terrain. Un accord décevant donc, mais ces militants n'entendent pas pour autant baisser les bras. Ils vont poursuivre leurs actions sur le terrain afin de lutter à leur manière contre les effets du dérèglement climatique. Le ministre des Armées communique dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'intégration du genre et d'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix dans les forces armées togolaises et suite à l'ensemble du processus de sélection des candidats au poste de coordonnateur, d'experts genre et d'assistants administratifs et financiers. Les postulants dont les noms figurent dans le quotidien national Togo Presse sont définitivement retenus. Ils sont priés de se présenter au ministère des Armées le mardi 16 novembre 2021 à 9h. La liste sera publiée dans le quotidien national Togo Presse, comme je viens de le dire, est disponible sur le site du ministère des Armées à l'adresse www.defense.gouv.tg. Sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Les éperviers, bien qu'éliminés, finissent en beauté la course avec 8 points. Et c'est grâce à la victoire d'un but à 0 cet après-midi contre la Namibie. Le but a été signé à la 88e minute de jeu par l'attaquant togolais Plaka Fessou. Le Togo est deuxième du groupe derrière donc le Sénégal. Le Grand Show Calobas Challenge, c'était samedi à l'Institut français de Lomé. Sur scène, 16 candidats slameurs. Un vrai moment de manipulation des mots. La soirée de la 12e édition du Grand Show Calobas Challenge, suivie pour nous par Arek Lerempo, Marie-Rena Beta et Yata Hatem. Vous voulez savoir qui je suis, n'est-ce pas? Je suis le soulard. Séduisant par son style, captivant par la force de son personnage, Victor Anato remporte la 12e édition du Grand Show Calobas Challenge. On dit que les mots sèment la confusion, mais ici, personne n'accepte le tort. Entre mon pied et ma tête, c'était du corps à corps. Mon pied ne voulait plus du leadership de ma tête. Il voulait aussi devenir une tête et porter aussi une casquette. 23 ans, ce jeune étudiant en théologie a tranché par la mise en scène. Mimique, gestuelle en fait le reste. Ce message mérite qu'on soit là, même si ça doit être difficile de pouvoir avoir des lauréats qui sont en fait des élus pour porter le slam togolais, qui depuis un moment est arrivé à un sommet très reconnaissable sur le plan international et national à la fois. Inspiré par le thème de l'inclusion sociale, Victor Anato raconte une histoire de société et à sa manière, peut-être même une histoire vécue. Je suis très ému et rempli d'une émotion de gratitude. Ce n'est pas un rêve qui se réalise, mais plutôt une vocation qui vient de prendre chair. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu des pistes et finalement je me suis dit il fallait que je puisse incarner, présenter véritablement ce que je veux partager comme message au public. Alors voilà ce que la muse m'a donné comme inspiration et voilà la peau du soulard qui est toujours marginalisé, mais il parle du leadership, il parle de beaucoup de choses, il touche beaucoup de mots qui gangrènent aujourd'hui la société. Derrière Victor Anato, deux autres candidats voient leurs prestations primées.
En tout, 3 lauréats primés sur 16 candidats au départ. Et actuellement, nous remarquons vivement qu'il y a un problème d'exclusion sociale qui se fait. Du coup, on a choisi l'inclusion sociale afin d'interpeller notre public, toucher le cœur des gens. Au-delà du gain individuel, les 3 lauréats sont retenus pour une résidence de création au centre agropole de Thiévié. Cet atelier d'écriture va déboucher sur un nouveau spectacle encadré par des références en théâtre, slam et musique. Des ténors déjà présents, venus de la Belgique, du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, et qui repartent avec eux aussi des prix. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Croyez au meilleur et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.